Alors j'ai profité de l'occasion pour, évidemment, en ce moment, c'est de bonne guerre et c'est adapté à la conjoncture, pour faire une comparaison entre la crise des années 30, qui a été considérée jusqu'ici comme la plus grave des crises systémiques survenues au capitalisme, et celle qui nous affecte maintenant depuis pratiquement 40 ans, puisque elle a, comme la première crise systémique du capitalisme d'ailleurs, elle est caractérisée par une extrême longueur. Je rappelle pour mémoire, parce que j'ai dit que je vais en évoquer deux, mais finalement je vais en évoquer trois. Je rappelle pour mémoire que la Première Guerre mondiale a explosé en 1914 au terme d'une crise systémique du capitalisme, la première de l'histoire du capitalisme, de ce type, ce qu'on appelle une crise capitaliste pure, qui ne s'explique plus par les phénomènes agricoles qui avaient généré les crises antérieures, mais par la suraccumulation du capital, par la surproduction du capital, et que c'est cette crise de 1873 à 1914 qui a donné lieu à la première grande boucherie générale que tout le monde connaît. Jusqu'ici, dans les mémoires, c'est à la fois la crise des années 30 qui apparaissait légitimement comme la plus importante et celle qui avait eu les conséquences les plus graves. Et je rappelle, là encore, je précise que ce sont, là encore, plusieurs crises qui se sont conjuguées et qui sont particulièrement éclairantes pour la crise d'aujourd'hui, qui mêle toutes les caractéristiques, d'ailleurs, des deux précédentes crises systémiques du capitalisme. C'est-à-dire à la fois un phénomène d'énorme surproduction du capital et des crises systémiques bancaires, financières, comme celle qui a vraiment généré le caractère le plus dramatique de la crise de 1929, dont on ne nous parle pas, où on entend de temps en temps quelques petites réflexions, mais je dirais quelques mots ensuite sur l'histoire, étant donné le sort qu'on a fait à l'histoire ces 20 dernières années. Même quand on fait quelques petites allusions, ça n'est pas très clair pour le lecteur ou pour l'auditeur. Il faut donc remarquer que ce qui a vraiment rendu dramatique, ce qui a failli, ça aurait été peut-être, enfin pas peut-être, moins dramatique, ce qui a fait vaciller le capitalisme sur ses bases dans la crise de 1929, c'est la crise de l'endettement, la fameuse crise de la dette, c'est la crise de la dette allemande en 1931. Crise de la dette allemande d'ailleurs qui semble une plaisanterie à côté de la crise de la dette d'aujourd'hui, mais tout ça amène, évidemment on peut prendre la crise sous divers angles, je vais la prendre sous l'angle qui nous concerne tous, et qui est évidemment un des aspects les plus importants d'une crise du capitalisme, parce que à la fois ça révèle des traits consubstantiels au capitalisme et ça leur donne une aggravation telle qu'il devient difficile à la masse de la population de vivre, même de survivre. Et comme on entre dans une période de ce genre, eh bien, il me semble que les comparaisons sont éclairantes. Ce que je veux signaler, en effet, ce sur quoi je veux mettre l'attention, c'est le phénomène de guerre au salaire. Alors, on me dira, ou on me dirait, si le marxisme avait conservé en France le poids relatif dont il a bénéficié après la Deuxième Guerre mondiale, si l'enseignement de notre histoire, ou de l'histoire en général, respectait les populations avec un souci de véracité, de stimulation de l'esprit critique, on me dira ou on me dirait qu'on sait que le capitalisme pratique la guerre au salaire. Ça fait 20 ans ou 30 ans que les organisations de défense de la classe ouvrière et des salariés étant mises en position défensive, et même en gros, sans esprit polémique, tendant à abdiquer, ce qui n'était pas le cas, par exemple, dans une fraction du mouvement ouvrier de l'entre-deux-guerres, ce qui n'était pas le cas dans cette même fraction du mouvement ouvrier pendant la Deuxième Guerre mondiale, après la Deuxième Guerre mondiale, dans une conjoncture donc où
ma foi, les organisations de défense des salariés, c'est-à-dire de défense du salaire, ont été si affaiblies, on a oublié, parce qu'on nous a beaucoup répété ces 10 dernières années, que le salaire évolue en sens inverse et antagonique du profit. C'est-à-dire qu'on ne sait plus aujourd'hui ce que c'est que la valeur, la marchandise, le capital, mais on serine aux gens que finalement, si on est les uns les autres de bonne volonté, si on veut bien se comprendre, il n'est aucun motif pour que de Madame Bettencourt au SDF, on n'arrive pas à un compromis acceptable. C'est l'idée qui règne. Or, quand on regarde l'histoire et la réalité, on s'aperçoit que pour que les profits soient élevés, il faut que les salaires soient bas. Puisque la valeur, ma foi, ça se mesure au temps de travail socialement nécessaire, c'est-à-dire au temps qu'il faut en moyenne à un certain niveau de productivité pour produire les marchandises. Et cette valeur, eh bien, à l'intérieur, il y a une partie qui rémunère le capitaliste, et puis il y a une partie qui rémunère le travailleur. Ce qu'on appelle de quoi survivre, c'est-à-dire de quoi entretenir sa force de travail, la reproduire, y compris d'ailleurs dans la reproduction des enfants, puisqu'il faut que la force de travail matérielle soit reproduite de telle sorte que le procès de production du capitalisme puisse se maintenir. Alors bien sûr, et je le dis pour qu'on n'idéalise pas la période antérieure, il ne faut jamais croire que les rapports salaire-profit, il y a des périodes où finalement, dans le capitalisme, ça se passe gentiment. On a fait croire aux gens qu'il y avait une sorte de système miraculeux qui s'appellerait le Fordisme, dans le cadre duquel tout le monde aurait concouru au même objectif. Le capitaliste fort généreux donnant des salaires très importants aux salariés de telle sorte qu'ils puissent acheter les excellentes voitures que le brave Henry Ford et son fils et ses successeurs faisaient pour cette bonne population américaine. En réalité, là aussi, on trompe son monde. Le Fordisme a été un véritable bagne, et tellement un bagne d'ailleurs que ce qu'on appelle le renouvellement de la main-d'œuvre, quand on parle franglais, on parle du turnover, puisqu'il paraît qu'on ne peut plus traduire les termes, était gigantesque, ce qui montrait bien que Ford menait une politique terrible. Je le dis parce qu'on nous a dit que les 30 glorieuses, en gros 1950, 1980 ou 1945, 1975, ça a été un moment où les salariés ont été heureux parce que finalement on avait fait un compromis, les capitalistes un peu gênés par leur rôle sous l'occupation, le fameux rôle sous l'occupation que les populations ne peuvent pas connaître puisqu'on nous explique que Louis Renault est un doux agneau qui a été bien calomnié et que le PDG du groupe Prisma Presse, le PDG allemand du groupe Prisma Presse est en mesure aujourd'hui de faire la censure totale sur un article de 4 pages, semble-t-il honnête, de quelques journalistes qui s'étaient aperçus que le grand patronat français, Renault compris, avait, sous l'occupation, profité des circonstances pour s'enrichir scandaleusement, tandis que, avec les Allemands occupants, tandis que la population, elle, était au régime sec. Eh bien, dans cette conjoncture, on nous explique qu'il y aurait eu un paradis qu'on pourrait peut-être d'ailleurs rétablir par un peu de bonne volonté. Il n'y a jamais eu de paradis. Mais dans les périodes de crise, l'absence de paradis se transforme en enfer. C'est-à-dire que l'objectif du capitaliste, c'est de faire du profit. Pas du profit qui baisse, pas du profit qui stagne, du profit qui augmente. Or, quand le processus de production est bloqué
par les phénomènes capitalistes de la concurrence des capitaux, de la baisse tendancielle du taux de profit. Bon, on n'a pas le temps de faire ici un développement, mais je le dis quand même parce que il faut le dire. Dans cette crise, on va être obligé, pour interpréter, pour redevenir intelligent, de faire l'effort qui était fait et qui était en particulier fait dans les organisations de défense de la classe ouvrière et des salariés, de faire l'effort de compréhension des phénomènes qui permet d'analyser les crises, parce que analyser les crises, c'est aussi se donner le moyen de sortir des crises. Et on peut le dire d'autant plus aisément que, vous le savez peut-être, depuis, disons, une dizaine d'années, c'est dans les revues financières qu'on voit fleurir quelques analyses de Marx, à commencer d'ailleurs par le remarquable et insuffisamment connu manifeste du Parti communiste. Si vous ne l'avez pas lu, je vous incite vivement à le lire, parce que vous verrez là, dressé en 1848, le tableau d'un capitalisme envahissant le monde jusque dans les sphères les plus intimes de la vie, qui vous laissera pantois et qui vous montrera à quel point on vous a trompé quand on a, ces derniers temps, fait mine de découvrir que le capitalisme se mondialisait. J'en profite pour vous recommander une autre lecture d'ailleurs, qui est le petit opuscule de Lénine qui s'appelle L'impérialisme, stade suprême du capitalisme, qui vous fera mesurer à quel degré de concentration du capital et de mondialisation du capital, en particulier sur le plan bancaire, on était parvenu lorsque les contradictions des impérialismes avaient plongé le monde dans la Première Guerre mondiale. Alors, cette guerre, quelle guerre? Quand je dis guerre, je ne dis pas guerre parce que j'aime les termes polémiques. Je suis une universitaire qui aime les termes courtois, qui se sert des mots parce qu'ils ont un sens, ou à qui on a appris à utiliser les mots pour leur sens. C'est-à-dire que quand je parle de guerre des salaires, ça n'est pas du tout pour me faire mousser. Je vais m'expliquer. À partir du moment où, dans une crise, sur une production rétrécie par la crise, sur une production qui ne trouve plus de marché, je rappelle, comme disait Marx, que le capitaliste ne fait pas des bottes pour leur valeur d'usage, parce qu'il aime les bottes, il fait des bottes pour les vendre. Et dans le cadre d'une crise où les bottes ne se vendent plus, comment faire pour maintenir le profit? Il faut faire baisser plus encore les salaires. C'est là qu'intervient cette notion de guerre aiguë, si je puis dire, de guerre violente contre le salaire, c'est-à-dire contre le salaire direct et contre le salaire indirect. Contre le salaire direct, c'est-à-dire, et il faut y réfléchir parce qu'il y a quelques années, c'était encore un concept, je dirais, incompréhensible, et quand on pouvait discuter avec des gens qui connaissaient l'économie et qu'on leur disait la crise, le caractère de plus en plus systémique de la crise va conduire à des baisses de salaires nominaux, c'est-à-dire des baisses, on vous dit la semaine prochaine, le mois prochain, vous toucherez 5% de moins ou 10% de moins ou 15% de moins. Ces baisses nominales, personne ne pouvait y croire. Ces baisses nominales qui ont caractérisé, vous le savez, la crise des années 30, y compris en France, où on nous fait croire que la crise a été un peu légère, presque rien par rapport à l'Allemagne, puisque les Anbâtés ne veulent pas regarder les sources, évidemment, ils peuvent répéter comme des serins des contre-vérités. En 1931, en France, pas en Allemagne, déjà le salaire moyen avait reculé de 15%, le salaire nominal. Ça, c'est une guerre au salaire. Une guerre au salaire qui, on le sait, a commencé chez nous, puisque la guerre au salaire direct a commencé et elle est d'ores et déjà pratiquée. Évidemment, elle n'a pas de limite. Elle peut aller à 30, elle peut aller à 40. On aura l'occasion peut-être de discuter pour savoir si ça suffirait à sortir le capitalisme de sa crise actuelle. En tout cas, sur le court terme,
ça suffit pour assurer aux salariés des conditions qui ne sont plus vivables. Donc une baisse des salaires nominaux. Comment on peut la faire? On va essayer de voir, parce qu'il y a des armes pour baisser les salaires et pratiquer la guerre des salaires. Pour parler de façon générale, je vais indiquer un autre élément qui est un élément décisif, de plus en plus décisif depuis 1945, précisément depuis ce moment où les luttes des salariés, lutte des années 20, des années 30, lutte de la résistance, depuis ce moment où les luttes des salariés ont abouti à ce qu'en France, le salaire indirect fut une donnée considérable du salaire. C'est-à-dire ce moment où une partie considérable de la masse de la valeur affectée aux salariés a été représentée par un système hospitalier de bonne qualité, par un système scolaire permettant aux enfants d'être pris à l'école très tôt, par un système scolaire évidemment dont le coût est considérable, mais tout ça s'est intégré au salaire lui-même, par tout ce qui permettait de financer ça, on s'est habitué sous l'effet des propagandes réitérées à appeler des charges. Mais qu'est-ce que c'est que les charges? Les charges, c'est tout simplement l'imposition au capital de payer une partie qui va, de façon indirecte, au salaire, c'est-à-dire qui va en hôpitaux, qui va en musées, qui va en écoles, qui va aux universités, etc. Or, ce salaire indirect, il est devenu considérable depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. J'y insiste, pas à cause d'une sorte de volonté de compromis, à cause des luttes sociales et politiques qui ont abouti à ce système et qui, on le sait, sont compromises au point maintenant, et depuis des décennies, pas seulement depuis 2007, au point que est menacé de basculer tout le système issu des luttes de l'avant-guerre et de la guerre, c'est-à-dire où le patronat est, via M. Kessler, ancien gauchiste Mao, si je ne m'abuse, passé au service direct du MEDEF, dans une situation donc où M. Kessler est en mesure, dans une revue patronale, Challenge, en octobre 2007, de dire « Notre programme consiste à raser ce qui a été fait entre 1945 ou 1944 et 1952. 1952, parmi les plus jeunes d'entre vous, ça doit être une date qui ne dit pas grand-chose. C'est tout à fait intéressant parce que ça veut dire en gros qu'à partir du moment où Pinet est revenu aux affaires, ce Pinet qui a soustrait le capital concentré aux droits de succession par un impôt qui coûte encore très cher à l'ensemble des salariés, par une dispense d'impôt qui coûte encore très cher à l'ensemble des salariés, ça signifie que tout le programme du Conseil national de la résistance doit être mis à bas, et ça signifie donc que le salaire doit être désossé. Alors, comment faire pour désosser le salaire? Et quand je parle du salaire, je le dis tout de suite, il s'agit du vrai salaire. Il ne s'agit naturellement pas de ce qu'on appelle parfois les salaires de l'encadrement, ce ne sont pas des cadres, je ne parle pas de ces faux salaires, d'ailleurs qu'on nous présente sans cesse comme le capital. Quand un tel fait de la spéculation sur ADS et touche 6 millions d'euros de cette spéculation, qui naturellement n'existe pas, le patron, le vrai patron, lui, le vrai détenteur du capital, en fait 300. Ceci étant, ça ne rend pas légitime, évidemment, le statut de ceux qui ramassent les miettes, mais ceux qui ramassent les miettes sont des gens essentiels dans le procès de production et dans la guerre au salaire, puisqu'on leur fait des prébendes, le capital leur fait des prébendes, leur laisse des miettes très substantielles, tout simplement parce qu'ils ont un rôle essentiel dans le procès de production et dans le procès d'exploitation, et en particulier que c'est à eux qu'on demande d'assurer l'exploitation dans les conditions les plus rudes,
d'assurer les licenciements sans état d'âme. Je parle des salaires. Ceux-ci sont évidemment, ceux dont je viens de parler sont évidemment décisifs. Ça vous explique d'ailleurs pourquoi depuis quelques décennies, alors même que les salariés, les vrais, sont pressurés, alors même que plus de 10% du produit revenu national est passé depuis 1981 des salaires au profit, ces miettes se sont développées d'une manière gigantesque, de même d'ailleurs que les profits du CAC 40, ce qui amène certains à dire « mais il n'y a pas de crise ». Il n'y a pas de crise, puisque regardez comme le CAC 40 va bien. Si il y a une crise, et il y a une guerre, et il y a une guerre qui justifie ce que la chercheuse canadienne et universitaire canadienne Naomi Klein a très bien désigné par le terme de stratégie du choc. Quand vous voulez casser les salaires de la population, vous ne pouvez pas y aller avec un plumeau. Il faut donc y aller avec un char d'assaut, ce qu'elle appelle la stratégie du choc. Elle a eu le mérite de donner un terme à une vieille réalité, mais après tout, si vous avez lu son livre ou si vous avez vu le film qui en a été tiré, vous serez frappé d'ailleurs comme cette stratégie du choc est décrite comme une stratégie qui casse les salaires ailleurs que chez nous, hein, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle les pays de la périphérie. En gros, les pays issus de la les pays qui se sont construits dans la surexploitation qui a généré l'impérialisme à partir de la fin du XIXe siècle, ce qu'on a l'habitude d'appeler les pays de la périphérie, c'est-à-dire tous ces pays du monde dit sous-développé dans lesquels l'impérialisme a pratiqué la politique de la canonnière, et j'appelle votre réflexion sur l'excroissance gigantesque de cette politique de la canonnière dans la crise du capitalisme d'aujourd'hui, puisque les guerres coloniales d'aujourd'hui sont après tout très semblables aux guerres coloniales dont les impérialismes ont abreuvé les fameux pays de la périphérie. Donc il s'agit dans Naomi Klein, surtout des pays de la périphérie, vous voyez, les docteurs écrasent salaires qui sont appliqués au Chili, ailleurs, et ben voilà, c'est chez nous. Et c'est chez nous dans quelles conditions? Dans des conditions d'extraordinaire brutalité. Dans une population à qui on a expliqué que le capitalisme c'était tellement civilisé, c'est comme l'Union européenne, c'était un si beau projet, malheureusement frappé de dérives, mais si gentil, si social, si plaisant. Même chose chez nous, tout le monde s'aime et est prêt à beaucoup de volonté. Or, nous sommes entrés dans une phase très brutale, de plus en plus brutale, et une phase brutale qui suppose, pour que les salariés d'abord l'acceptent, qui suppose plusieurs conditions. D'abord, qu'elle leur soit administrée de telle sorte qu'ils n'y comprennent rien. C'est la stratégie, vous savez, c'est un peu la stratégie des Stuka, hein, la tactique des Stuka. On fait hurler des avions, la population est absolument effrayée, même si vous ne lui envoyez pas de bombes tout de suite, et rien que l'effroi va l'amener à faire des choses inconsidérées. Toute proportion gardée, c'est la stratégie du Stuka, c'est-à-dire qu'on vous administre des réformes auxquelles vous ne comprenez rien. Vous ne comprenez tellement rien d'ailleurs que vous ne voyez pas que les salaires sont en question. Je vais vous donner un exemple, on est ici à l'hôpital, mais on est entre personnes de la sphère du salaire indirect, du direct aussi, mais du salaire indirect, donc on est confronté à des phénomènes tout à fait semblables. J'ai participé, comme un certain nombre de mes collègues, au mouvement universitaire de 2008-2009. Qu'est-ce qu'on nous expliquait ? En gros, et évidemment, les universitaires étaient prêts à le croire, car il faut bien observer qu'ils ne sont pas dans une meilleure situation, au fond, que la masse de la population, et que l'abêtissement dont j'ai parlé tout à l'heure les a frappés, et très durement, les 20 dernières années, pour ne pas dire les 30, de telle sorte que une analyse de rapports sociaux, une analyse de salaire,
une comparaison dans le revenu national de la part du profit et de la part du salaire, ça ne faisait plus partie des préoccupations. En revanche, quand on a commencé à nous administrer les fameuses réformes coup de poing, qui d'ailleurs couraient depuis 30 ans, parce qu'il faut le dire, depuis 30 ans, on aura peut-être l'occasion de dire à quel point les programmes de la gauche raisonnable et de la droite raisonnable ou pas sont communs. Eh bien, quand on leur a donné ça, qu'ont dit les collègues? Mais ce sont des crétins qui nous font des... Oui, je vous donne un exemple. On fait un concours de langue. À l'épreuve orale, il n'y aura pas d'épreuve de langue orale. Mais ils sont fous au ministère, des débiles. Ou alors, on nous casse les lettres parce que tel crétin déteste la princesse de Clèves et pratique mal le français. Donc vous voyez, en plus, ça faisait appel à des réflexes aristocratiques chez les universitaires. Qu'est-ce que c'est que ce crétin qui ne manie pas correctement la langue française? Il ne s'agissait pas de ça. Ça s'insérait dans la stratégie du choc. C'est-à-dire qu'il fallait ne pas comprendre et surtout mal interpréter un phénomène qui est d'abord un phénomène de salaire, comme les personnels sont en train de s'en rendre compte aujourd'hui, sous couvert de réformes absurdes. En quoi? D'abord, je vous rappelle que sous l'effet des luttes sociales, alors menées par une CGT passée à l'ère de la combativité, puisque ça a été le cas entre les années 30 et les années qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale, le minimum vital a été défini en France sur la base du statut de la fonction publique de Maurice Thorez, alors ministre d'État, statut de novembre 1946, dont les auteurs ont eu l'astuce, dans une période de blocage des salaires, de définir un minimum vital qui a été ensuite le minimum vital appliqué à l'ensemble des salaires. Ce qu'on ne dit pas aux populations auxquelles on serine depuis 60 ans qu'elles ont, ou 50 ans, 60, qu'elles ont le minimum vital, que ces crétins et ces feignants de fonctionnaires n'ont rien à fiche, ne travaillent pas assez. Vous avez vu d'ailleurs maintenant que les enseignants doivent travailler 35 heures parce qu'ils font rien quand ils préparent leurs cours, comme chacun sait. Eh bien, on a donc fait ignorer aux salariés du privé que c'était les luttes, et notamment les luttes abouties dans la fonction publique, qui avaient protégé le salaire de l'ensemble des salariés, qui avait donné une sorte de môle de protection pendant un certain nombre de décennies. Et on voit bien aujourd'hui, avec ce qui est advenu du salaire minimum vital du SMIC, on voit bien ce qu'il en est de l'atteinte générale des fonctionnaires, bref, de l'atteinte de tous les statuts. Donc, le salaire, le statut des fonctionnaires a été atteint. La réforme n'avait pas l'air de faire ça. Certains naïfs pensaient par exemple qu'avec la masterisation, on allait élever le niveau, donc on allait revaloriser les salaires. C'était le moment où je disais à mes collègues, en fait de revalorisation des salaires, dans quelques années, on aura la baisse nominale des salaires. Ça a commencé d'ailleurs avec les cotisations de retraite. Donc, on a expliqué que les réformes étaient absurdes et qu'il ne s'agissait pas du tout d'affaires de salaire. Bien entendu, il s'agissait d'affaires de salaire. Puisque la masterisation allait supprimer ce qui était le critère d'embauche et de fixation générale des salaires, c'est-à-dire le concours de la fonction publique. Le concours de la fonction publique qui établissait un certain salaire avec promotion, je dirais assuré à vie, si on ne faisait pas des choses qui relevaient du code pénal ou des crimes horribles, c'est-à-dire que c'était une garantie de progression pour les salariés. Or, avec la masterisation, c'est-à-dire parvenir à un niveau, à un certain niveau, non reconnu par concours, qu'est-ce qui allait se passer?
et qui était visible, mais qui n'était plus visible puisque nos syndicats ne nous l'expliquaient plus. Qu'est-ce qui allait se passer? Eh bien, la formation et le salaire ne seraient plus adaptés, aucun concours ni aucun statut ne viendrait fixer le niveau du salaire, et on en arrive à ce qu'aujourd'hui, par exemple, y compris pour les titulaires, on est passé chez les certifiés de 1,3 SMIC. On est à 1,3 SMIC quand, il y a 20 ans, un certifié gagnait 2 SMIC. C'est-à-dire que toutes les réformes, et en particulier la masterisation, étaient des réformes qui frappaient les salaires. Et qui frappaient à travers la fonction publique les autres salaires. Les autres salaires contre lesquels on pouvait faire la guerre comment? Grâce au chômage, qui, comme on le sait, ne cesse de progresser et qui est un des moyens de pratiquer la casse au salaire, c'est-à-dire, comme disait Marx, l'armée de réserve du travail qui permet évidemment de faire pression sur la totalité des salaires. Alors, c'est ça qui est parfait d'ailleurs dans ce système, c'est que le capitalisme peut... Alors, il y a beaucoup de moyens pour frapper le salaire. Il y a par exemple l'extraordinaire facilité que donne à la fois l'embauche de main-d'œuvre et la capacité idéologico-politique de dénigrer cette embauche de main-d'œuvre. Je vais donner un exemple qui est un exemple commun à nos 2 crises, commun même à nos 3 crises, c'est-à-dire l'utilisation de la main-d'œuvre immigrée comme facteur de pression sur les salaires et de division des salariés. C'est l'impérialisme qui non seulement a vidé de leur substance un certain nombre de pays utilisés comme pourvoyeurs de matières premières, mais qui les a vidés en partie de leur substance de force de travail vivante, c'est-à-dire qui, depuis, en France, les années 1880, a apporté par lots entiers des travailleurs pour faire baisser les salaires dans les conditions suivantes. D'abord, les embaucher à des salaires bas, organisés par la presse, les partis politiques, j'y viendrai après, une véritable guerre contre ces salariés, c'est-à-dire expliquer que ces gens qui venaient clandestinement, moyennement clandestinement ou pas clandestinement du tout, venaient faire pression sur les salaires, de sorte que le capitalisme peut, ce qu'il continue à faire aujourd'hui, continuer à importer en masse de la main-d'œuvre et exercer sur l'ensemble des moyens de formation de l'opinion une influence telle que c'est de l'ensemble des victimes qu'il obtient le rejet de ses salariés, alors même que il est des périodes, ça n'a jamais été facile, mais tout de même, il est des périodes où un syndicalisme combatif est en mesure de montrer aux personnes venues de la maison, aux Français de souche ou pas de souche, que les immigrés ne sont pas leurs ennemis, mais que les immigrés sont leurs amis et que les uns et les autres doivent se tourner contre ceux qui utilisent l'armée de réserve pour faire baisser les salaires. Je signale que il n'est pas inéluctable qu'il existe une guerre entre les salariés, car il y a eu des périodes de l'histoire de France où le syndicalisme combatif a eu le courage d'unir les salariés, de quelque origine qu'ils soient, et d'obtenir sur cette base de véritables conquêtes. C'est parce que la CGT unitaire a, seule contre tous dans les années 30, c'est-à-dire seule contre y compris contre la CGT, de Jouot, qui était prête à mener auprès des patrons, avec les patrons, la guerre contre les étrangers. Et encore, c'était bien au-dessous, évidemment, de ce que les mouvements fascistes, directement financés par le patronat, organisaient en matière de guerre contre les travailleurs étrangers. C'est grâce à ce travail de la CGTU que les victoires de 1936 ont pu être engrangées pour les travailleurs français comme pour les travailleurs étrangers,
Et on observera d'ailleurs que quand la guerre au salaire a repris dans la division des salariés, quand elle a repris avec une extrême violence et qu'elle a commencé à être triomphante en 1938, l'ensemble des salariés ont été frappés par des mesures contre les salaires dont vous n'avez même aucune idée parce qu'on ne vous raconte pas ce qui s'est produit entre 1938 et la guerre et l'attaque allemande, entre, en gros, avril 1938 et surtout octobre 1938 et le 10 mai 1940, c'est-à-dire qu'on ne vous dit pas à quelle étape les fameux républicains, vous savez, nous sommes tous républicains, ce que les fameux républicains ont fait avant Vichy pour écrabouiller les salaires, à la fois des Français et des immigrés, et mener contre les immigrés une guerre impitoyable dont on n'a même pas idée, c'est-à-dire une guerre qui anticipe sur toutes les mesures de Vichy, une privation de droits, une politique d'expulsion systématique, une interdiction de fonder des associations, de fonder des journaux, bref, toute la législation prête pour Vichy, au point que Vichy, pendant au moins 2 ans, ou 1 an et demi, n'a même pas eu besoin d'une loi supplémentaire pour que les grands flics qu'on avait affectés au mitonnage de ces mesures, au mitonnage de ces décrets, aient besoin de changer de décret et même besoin de changer de personnage, parce qu'inutile de vous dire que ceux qui ont pris les décrets assassins contre les Juifs alors, les Italiens, les antifascistes italiens, les républicains espagnols, que la France a fait beaucoup pour faire venir en masse à 750 000 unités, étant donné qu'elle a contribué d'une manière substantielle à étrangler la République espagnole, je dirais au moins autant que les fascistes italiens et allemands. C'est donc dans ces conditions de guerre contre les salariés et d'incitation à la guerre entre les salariés français et les salariés étrangers que ont monté dans la hiérarchie des personnages qu'on retrouve tous, collaborationnistes des Allemands et chefs tortionnaires pendant l'occupation de 1940 à 1944. Il n'y en a pas un qui manque à l'appel. Alors, guerre contre les salariés, guerre contre tout le monde, au point que ça peut passer, je disais, par des choses complètement absurdes que je vais citer ici à propos des salaires. Je vais vous donner un exemple. Pas neuf non plus. Voyez, il était indispensable de faire travailler les vieux. C'est vrai, ils s'embêtent les vieux. Quand ils ont travaillé 40 ans et qu'ils n'ont plus rien à faire. C'est vrai, quoi. Hein, campagne dont vous n'ignorez rien, puisqu'on vous en a rebattu les oreilles à peu près autant que des merveilles de l'Union européenne, sur ces pauvres vieux qu'on allait sortir de l'ennui, de la désolation, facteur d'Alzheimer, parce qu'il fallait quand même les mettre sur le marché du travail. Alors bien sûr, les gens sont gentils d'ordinaire, et puis quand ils sont pas informés, en plus ils sont naïfs. Qui est-ce qui pouvait mettre en cause la bonne foi de nos moyens d'information et de nos gouvernants de bonne foi? Ben oui, c'est vrai, quoi, la vie augmente. Vous voulez pas rester 40 ans à rien faire de 60 à 100. Faut bien vous occuper. Bon, quand on disait, mais comment s'occuper? D'abord, des salariés, il y a un chômage de masse. Il y a un chômage de masse qui rend les gens vieux pratiquement à 40 ans, que c'est pas à 35. Il va pas y avoir plus de gens embauchés, pas du tout. C'est simplement une mesure contre le salaire indirect. C'est une casse des retraites. Eh bien oui, on comprend maintenant. Hein, il s'agissait pas du tout de faire travailler les vieux. Vous avez vu les dernières statistiques du chômage? Vous avez vu comme ils travaillent, les vieux, au-delà de 50 ans? Non, il ne s'agissait pas de ça du tout. Il s'agissait de prendre des mesures. On pouvait attaquer, bien sûr, directement les retraites, mais cette mesure indirecte était encore bien meilleure, qui permettrait de baisser les cotisations, de telle sorte que ces vieillards qui comptaient être actifs au lieu de ne rien fiche,
eh bien ces vieillards, ils sont inactifs avant d'avoir atteint l'ancien âge de la retraite, et surtout, ils seront inactifs avec des retraites de misère. C'est-à-dire, ils renoueront avec l'avant-guerre où les vieux travailleurs n'avaient pas de retraite et par conséquent vivaient dans la misère. Or, c'est ce qui se profile depuis 1993, c'est-à-dire les premières réformes sur les retraites. Le résultat, c'est qu'on n'a pas fait une réforme sur les retraites. Vous avez vu maintenant, 65. Ah ben non, 67, parce que, vous comprenez, il faut s'aligner sur l'Allemagne. Alors ça nous rappelle une crise précédente. Il faut s'aligner sur l'Allemagne. Ah ben oui, comme on s'est aligné dans les années 30 sur l'Allemagne, avec les résultats que vous connaissez, puisque l'alignement n'a jamais tant atteint sa perfection que de 1940 à 1944, et dans des conditions où, là encore, la stratégie du choc va être pertinente. Donc maintenant, c'est plus 62, c'est plus 63, c'est plus 65, ce sera 67. Sans que les vieux travaillent, c'est-à-dire avec une partie considérable de la population qui va se trouver pratiquement privée de salaire. Ça s'appelle de la guerre contre les salaires, et évidemment avec des réponses extrêmement faibles, pour ne pas dire nulles, puisque pour l'heure, ça sera peut-être un élément de la discussion, on ne voit pas de réplique très vive à cette affaire. Et en matière de stratégie du choc, ça fait penser au fond aux mesures qui ont été appliquées à la classe ouvrière française en 1938, dans des conditions qu'il faudrait regarder de très près aujourd'hui, tellement elles ressemblent à la période présente, c'est-à-dire quand le patronat a remporté une victoire par chaos, dans des conditions de division syndicale qui vaudraient la peine de connaître, parce que ça donnerait un éclairage sur ce qu'on nous fait valoir comme le syndicalisme rassemblé. Le syndicalisme rassemblé, c'est à peu près le syndicalisme rassemblé pour écraser les travailleurs à l'automne 1938. À l'automne 1938, et j'en reviens à mes retraités, à l'automne 1938, donc, les salariés sont vaincus. Après l'organisation d'une défaite de grève discutée directement entre les syndicalistes jaunes de fait, pas jaune officiel, c'est-à-dire une grève ayant échoué parce que la direction de la CGT est allée négocier avec le patronat et avec l'État pour casser la grève. Je ne polémique jamais, c'est-à-dire que ce que je vous dis, je vous le dis, parce que, naturellement, j'ai retracé par les archives les opérations de préparation de l'échec de la grève. Au terme de l'échec de cette grève de novembre 1938, précédé d'ailleurs de l'échec de Renault, qui permet au patronat et à l'État qui le sert d'organiser une véritable guerre matérielle contre les travailleurs, c'est-à-dire que les travailleurs de Renault, ils sortent de l'usine parce que tout s'est passé à l'intérieur de l'usine où de fait la police n'a pas le droit de rentrer. Les salariés sortent de l'usine avec les canons à eau, avec des chars autour, et en se faisant bastonner consciencieusement et en emplissant tous les commissariats des alentours, et naturellement en étant licenciés, alors même que, merveille du consensus républicain, sont en train de regarder ça de près. Le préfet de police Langeron, qui sera en poste jusqu'en 1941 et qui organisera les premiers temps de la collaboration policière avec l'Allemagne, lorsque les Allemands arrivent en France, et le hideux, le neveu de Louis Renault, qui deviendra une éminence de Vichy, puisque tout ça se passe sous leurs yeux. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? On en revient aux 48 heures. On en revient aux 48 heures, comme là on en est aux 62 ans, et puis aux 65, et puis aux 67. Oh, ben me direz-vous, il faut remettre les Français au travail.
C'est ce qu'on a dit à ce moment-là. En fait, la France n'allait pas parce que les Français ne fichaient rien. Vous savez à combien était la semaine de travail effective à l'époque? 36, moins de 37. Donc, 36 heures ou 30, l'ancien âge de la retraite, et surtout, ils seront inactifs avec des retraites de misère. C'est-à-dire, ils renoueront avec l'avant-guerre où les vieux travailleurs n'avaient pas de retraite et par conséquent vivaient dans la misère. Or, c'est ce qui se profile depuis 1993, c'est-à-dire les premières réformes sur les retraites. Le résultat, c'est qu'on n'a pas fait une réforme sur les retraites. Vous avez vu maintenant, 65. Ah ben non, 67, parce que, vous comprenez, il faut s'aligner sur l'Allemagne. Alors ça nous rappelle une crise précédente. Il faut s'aligner sur l'Allemagne. Ah ben oui, comme on s'est aligné dans les années 30 sur l'Allemagne, avec les résultats que vous connaissez, puisque l'alignement n'a jamais tant atteint sa perfection que de 1940 à 1944, et dans des conditions où, là encore, la stratégie du choc va être pertinente. Donc maintenant, c'est plus 62, c'est plus 63, c'est plus 65, ce sera 67. Sans que les vieux travaillent, c'est-à-dire avec une partie considérable de la population qui va se trouver pratiquement privée de salaire. Ça s'appelle de la guerre contre les salaires, et évidemment avec des réponses extrêmement faibles, pour ne pas dire nulles, puisque pour l'heure, ça sera peut-être un élément de la discussion, on ne voit pas de réplique très vive à cette affaire. Et en matière de stratégie du choc, ça fait penser au fond aux mesures qui ont été appliquées à la classe ouvrière française en 1938, dans des conditions qu'il faudrait regarder de très près aujourd'hui, tellement elles ressemblent à la période présente, c'est-à-dire quand le patronat a remporté une victoire par chaos, dans des conditions de division syndicale qui vaudraient la peine de connaître, parce que ça donnerait un éclairage sur ce qu'on nous fait valoir comme le syndicalisme rassemblé. Le syndicalisme rassemblé, c'est à peu près le syndicalisme rassemblé pour écraser les travailleurs à l'automne 1938. À l'automne 1938, et j'en reviens à mes retraités, à l'automne 1938, donc, les salariés sont vaincus. Après l'organisation d'une défaite de grève discutée directement entre les syndicalistes jaunes de fait, pas jaune officiel, c'est-à-dire une grève ayant échoué parce que la direction de la CGT est allée négocier avec le patronat et avec l'État pour casser la grève. Je ne polémique jamais, c'est-à-dire que ce que je vous dis, je vous le dis, parce que, naturellement, j'ai retracé par les archives les opérations de préparation de l'échec de la grève. Au terme de l'échec de cette grève de novembre 1938, précédé d'ailleurs de l'échec de Renault, qui permet au patronat et à l'État qui le sert d'organiser une véritable guerre matérielle contre les travailleurs, c'est-à-dire que les travailleurs de Renault, ils sortent de l'usine parce que tout s'est passé à l'intérieur de l'usine où, de fait, la police n'a pas le droit de rentrer. Les salariés sortent de l'usine avec les canons à eau, avec des chars autour, et en se faisant bastonner consciencieusement et en emplissant tous les commissariats des alentours, et naturellement en étant licenciés, alors même que, merveille du consensus républicain, sont en train de regarder ça de près. Le préfet de police Langeron, qui sera en poste jusqu'en 1941 et qui organisera les premiers temps de la collaboration policière avec l'Allemagne, lorsque les Allemands arrivent en France, et le hideux, le neveu de Louis Renault, qui deviendra une éminence de Vichy, puisque tout ça se passe sous leurs yeux. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? On en revient aux 48 heures.
On en revient aux 48 heures, comme là on en est aux 62 ans, et puis aux 65, et puis aux 67. Oh, ben me direz-vous, il faut remettre les Français au travail. C'est ce qu'on a dit à ce moment-là. En fait, la France n'allait pas parce que les Français ne fichaient rien. Vous savez à combien était la semaine de travail effective à l'époque? 36, moins de 37. Donc, 36 heures, vous voyez l'absurde. C'est absurde. 36 heures, pourquoi vous voulez mettre 48 heures quand la durée légale est de 36 heures? Ben pour faire la guerre aux travailleurs et les amener à s'écraser à tous égards. Et je vous raconte ici une petite anecdote que j'adore parce que je trouve que c'est la plus belle de 1938. À la fin de 1938, c'est Georges Sadoul qui raconte ça dans ses mémoires, dans son journal de guerre de septembre 39 à juillet 40. Il raconte le dialogue entre un directeur d'une grande banque des boulevards, il ne dit pas laquelle, et une petite secrétaire catholique et bien pensante. On ne pouvait pas d'ailleurs être secrétaire de banque sans être catholique et bien pensante à l'époque, qui, n'ayant jamais revendiqué de sa vie, encore moins fait une grève, dit au directeur tout le mal qu'elle pense d'une mesure récente qui s'inscrit dans ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire qu'on a supprimé toujours entier de repos. Pas de jour entier. 2 demi-journées, rien que pour vous emmerder. Et alors cette petite dit, mais donc 2 demi-jours pour qu'on ne pourrait pas bloquer en une seule. Et alors cette jeune femme dit au directeur, mais écoutez, non seulement ça ne bénéficie pas au travail dans la banque, mais c'est une gêne considérable pour les femmes, surtout celles qui ont des enfants. La banque n'en marcherait pas plus mal, dit-elle. Pourquoi prendre une mesure si inhumaine? Il ricane. Mais parce que maintenant nous vous tenons, ma petite. Voilà. Vous voyez ce que c'est que la guerre au salaire? Il n'y a pas besoin d'aller en Colombie, hein. Bien. Alors, me direz-vous, parce qu'on ne va pas en rester au salaire, qu'est-ce qu'il faut pour faire une guerre pareille, alors même que, on l'a vu dans les rues ces dernières années, les salariés spontanément, même quand ils sont gentils, même quand ils sont naïfs, ils finissent par ne pas aimer. Donc ils finissent par être réticents. Ça s'est passé même en Allemagne, hein, où des syndicalistes plus gentils que les syndicalistes socialistes, je parle même pas des syndicalistes jaunes au sens vrai du terme, hein, c'était pas possible. Ben finalement, quand Brüning baissait les salaires de 10, de 15, de 20, tout ça, ça commençait à branler dans le manche un peu. Donc, comme les salariés n'acceptent jamais ça spontanément, il faut envisager de se donner les moyens de mener efficacement la dite guerre des salaires, ce qui nous amène aux questions politiques, au sens très large du terme. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Il faut réformer l'État. Oh ben vous me direz, il a été tellement réformé celui-là qu'il n'y a même plus de réforme possible, tellement ils ont guerroyé. Ce n'est pas vrai, mais je vais vous faire un petit rappel qui sera utile pour les années qu'il est utile de connaître pour les mois et années à venir. D'abord, vous rappelez, il faut réformer l'État. Il faut que l'État, qui n'a jamais été un arbitre entre classes, mais devienne un élément entre classes qui assure de manière plus décisive encore le pouvoir du patronat sur les salariés. Il faut donc réformer l'État. La réforme de l'État, thème que vous voyez ressurgir d'ailleurs en ce moment, on ne sait pas pourtant ce qui pourrait réformer, la réforme de l'État, c'est un thème qui a surgi dans les années 1920 et qui a unifié, ce qui vous rendra moins surprenant les développements politiques de 1938-1944, qui a en fait unifié la gauche raisonnable à la droite raisonnable et pas raisonnable. Enfin, à la droite classique, ce qu'ils appellent la droite républicaine, et la droite fasciste. Réforme de l'État, c'est joli, toujours joli. Réforme. D'ailleurs, vous savez que ces derniers temps, on ne nous a servi des horreurs que sous le joli vocable de réforme.
parce qu'il est vrai que l'antiphrase fait partie du manuel de la Casse des salaires. Donc réforme de l'État, dont par exemple Léon Blum était un grand champion. Vous savez ce que ça s'appelle en bon français, la réforme de l'État? C'est en gros la réduction du Parlement à un ectoplasme. Alors c'est quoi? Un régime parlementaire, ça suppose que le Parlement, ça va vous sembler rigolo, ait le droit d'initiative des lois. Vous vous dites c'est comme ça chez nous, pas du tout. Il n'en a aucun. Et l'initiative financière, non, il l'a plus. C'est pourquoi vous allez voir comment la réforme de l'État a été régie en 1958. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire plus de Parlement. Et pourquoi plus de Parlement? Parce que le Parlement, c'est embêtant. Bon, c'est vrai, on le tient. Le patronat tenait entièrement le Sénat. Entièrement. Il finançait tout. Hein? Bon. Il tenait d'ailleurs en partie aussi le Parlement. Vous savez, oh, l'argent clandestin, mais heureusement, plus maintenant, etc. Regardez l'histoire, le patronat paye qui il veut, quand il veut, sans contrôle. Et à tous les moments, depuis qu'existe le système. Donc, réforme de l'État, eh bien, il faut le dire. La gauche raisonnable a été partisan de la réforme de l'État, l'a accompagnée, et a été, et je puis vous dire que je ne suis pas polémique, puisque j'y ai mis quelques pavés en termes matériels à la démonstration, la gauche dite raisonnable a accompagné la réforme de l'État qui a débouché sur Vichy, soit de manière passive, soit de manière extrêmement active. C'est-à-dire a été partie prenante dans le complot qui a fait passer la République de vie à trépas avec une clause supplémentaire, c'est que comme on n'y arrivait pas en France comme en Italie et en Allemagne, les Italiens et les Allemands se sont laissés faire mieux, il a fallu ajouter à ça l'avenue des troupes allemandes en France. Bon. Mais je le dis, et il faut le savoir. Et évidemment, c'est d'autant plus utile que ça éclaire la période à venir pour ceux qui pensent qu'il pourrait suffire de mettre une énième fois un bulletin de vote dans l'urne pour que le miracle s'accomplisse. Donc, avec la gauche, il faut le dire, il n'y a eu que les éléments qui s'étaient dressés contre la crise, c'est-à-dire, pour parler clair, ce qui était issu de la CGTU et ce qu'on pourrait appeler le mouvement communiste, pour se dresser contre cette réduction du Parlement à néant, sachant que le Parlement était très gênant, parce que même contrôlé par le patronat, il était sensible aux desiderata populaires. Donc le meilleur moyen de se débarrasser de toute entrave à la casse des salaires, c'était de ne plus avoir de Parlement. Et ça ne datait même pas de la crise des années 30, ça datait de la crise des années 20, puisque de 1919 à la victoire de 1940, et surtout de 1924 à 1940, le patronat n'a pas arrêté de préparer des projets de réforme fascistes de l'État. Et là encore, je n'exagère en rien, je dis fascistes comme les services spécialisés de police appelaient les mouvements et les comportements. Ils n'étaient pas musclés, ils n'étaient pas fascisants, ils étaient fascistes et ils étaient financés par le patronat. Et il n'y avait que peu de forces qui se battaient là contre. Vous voyez d'ailleurs que peu de forces, ça avait suffi à ce que le fascisme ne triomphât pas en France en 1926 comme prévu, ou en 1934, ou en 1936, mais qu'on a été dans une situation où, pour vaincre ces luttes, il a quand même fallu faire venir l'ennemi de l'extérieur. Donc, les masses ne sont pas spontanées pour renoncer à leur salaire. Que faut-il faire encore? On peut leur frapper dessus, je vais y venir. Mais on peut les séduire aussi. C'est-à-dire que le patronat a à sa disposition, je pense maintenant que vous le savez, puis enfin on a de la chance ces dernières années, pour ne pas dire ces derniers jours,
nous avons toute une série de choses qui nous permettent de voir que y a des égaux plus égaux d'autres dans le jeu politique. En effet, le patronat contrôle les partis, les mouvements, pas tous, hein, pas tous. C'est vrai qu'il y avait un bec, en particulier avant-guerre, il y avait un gros bec, mais sinon à peu près tout. Les publicistes, ceux qui écrivent par-ci par-là, les journalistes, de telle sorte que, pour séduire les masses, on leur explique que c'est inéluctable. Ah, puis alors, il y a aussi un très bon moyen. Leur dire que, non seulement c'est inéluctable, alors, évidemment, dans les années 30, c'était un peu gênant, parce que inéluctable quand même, la production baissait de 30 à 32, de 50%, et puis l'URSS avait des taux de croissance de 20% par an, tout ça. Bon, ça pouvait troubler certains travailleurs. Mais non, c'était un enfer. C'était un enfer, c'était abominable, c'était d'ailleurs le dumping, vous voyez, c'était pas les Chinois, c'était pas la Chine, c'était le dumping russe, c'est-à-dire l'affreuse concurrence russe qui avait créé la crise des années 30. Vous ne me croirez pas, je vous jure que c'est vrai, ils l'ont dit, ils l'ont dit. C'était la cause, c'était la faute des soviets, de toute façon c'était toujours la faute des soviets, donc c'était la faute des soviets, donc il n'y avait pas d'issue, bien sûr. Penser changer de système, c'était bien plus horrible. Bon, alors l'URSS a servi de repoussoir dans la crise des années 30. Mais je vous signale qu'elle a servi de repoussoir dans notre crise présente depuis quelques décennies. Vous me direz, les moyens d'information ne l'avaient jamais aimé. Non. Mais la novation des 30 dernières années, c'est que pratiquement plus personne ne l'a aimé et que je suis persuadée que si on faisait une étude comparative, on s'apercevrait que l'URSS morte a été un repoussoir encore plus abominable que l'URSS vivante, puisque depuis 20 ou 30 ans, sans provoquer de résistance de ceux qui avaient oublié quand même que les archives, ça résiste, sans provoquer de résistance, il a pu être dit aux masses qui trouvent en effet de plus en plus ce système insupportable, qu'aucune alternative n'est possible. Que toute alternative est bien pire. Donc vous êtes dans l'enfer, mais restez-y, parce que l'enfer de l'autre côté est bien plus abominable. La criminalisation du communisme et la criminalisation des soviets en particulier aura joué dans le processus de docilité des populations d'Occident un rôle sur lequel je pense que les universitaires de la génération suivante vont se pencher avec beaucoup d'intérêt. Donc, ça marche, regardez, ça marche tant que ça ne marche, tant que ça marche. Ça peut ne pas marcher. Je vais vous donner un exemple où ça ne marche pas, qui nous incitera à nous poser une autre question, c'est-à-dire, évidemment, qu'est-ce qu'on fait quand ça ne marche pas, quand ils sont plus séduits, ces crétins? Regardez, comme on vous a câliné avant le référendum de mai 2005. Du matin au soir et du soir au matin, ça n'arrêtait pas. Bon, et puis vous avez voté comme des crétins analphabètes, n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris aux beautés de l'Europe, bien sûr. Analphabètes, gauchistes, enfin crétins absolus. Et vous les avez vus au soir du résultat montrant les dents. C'est-à-dire, au fond, j'arrive à la suite, quand on maîtrise plus les choses, il faudrait envisager la poigne un peu plus sérieusement. Comment ils nous ont dit, le soir du résultat? Ils nous ont dit, mais qu'est-ce que c'est que ces crétins qui ne méritent même pas le droit de vote? Ah bon? Ils ne méritent pas le droit de vote? Ah, bah ça, moi, ça me rappelle des choses. Figurez-vous que, en effet, les projets des années 20 et 30 visaient à ce que le droit de vote fût supprimé. Oh, ben vous me direz, il y a les fascistes qui disaient ça. Bon, puis qui ont triomphé en 40, et puis il n'y a plus eu de vote. Mais pas du tout. Puisqu'aussi bien, on ne pouvait pas faire en France ce qu'on arrivait à faire ailleurs. Vous savez ce qu'ils ont fait, les Républicains? Vous savez ce qu'il a fait, Daladier, chef du parti radical? Ma foi, sans provoquer l'ire excessive de la SFIO, prédécesseur du Parti socialiste, il a, en juillet 1939,
décidé que les élections de 1940 seraient différées. C'est pas Vichy qui a supprimé les élections de juillet 1940. Bon, qui ne les aurait pas organisées, on va reconnaître. Mais c'est Daladier qui l'a promis, promis aux Allemands et qui l'a fait. 31 juillet annonce. Vous savez ce qui s'était passé le 1er juillet 1939? Bonnet, ministre radical des Affaires étrangères, que des mauvais esprits à l'esprit acéré avaient qualifié de ministre étranger aux affaires françaises, mais alors bien qualifié. Bonnet était allé voir l'ambassadeur du Reich, von Welzeck, et lui avait dit le 1er juillet, un mois avant juste, 30 jours avant, nous allons mettre les communistes à la raison, nous allons interdire les réunions publiques et nous allons supprimer les élections. Et vous savez comment François Poncet, pas le fils, pas celui qu'on a eu récemment comme président de Paribas, et puis ministre ou sous-ministre ou je sais pas quoi, vous savez, les dynasties sidérurgiques, là, ce que j'appelle dans Dominique à Vichy, la sidérurgie, ou dans le choix de la défaite, la sidérurgie aplatie, parce qu'ils étaient très aplatis devant le Reich. Voilà ce qu'il disait en 1938. Il venait de contribuer à liquider la Tchécoslovaquie, il s'en allait faire des grâces maintenant au nom des Républicains, il s'en allait faire des grâces auprès des Italiens, et alors il était allé frétiller devant un diplomate italien, et puis qu'est-ce qu'il lui avait dit? Il lui avait dit: ce que je vous raconte, c'est le diplomate italien qui le dit, hein. Personne ne le soupçonnera de mensonge, tout le monde rapporte assez honnêtement à son gouvernement, hein. Un certain Prunas, il lui dit. Alors, donc, il vient de le voir, et Prunas écrit à Mussolini, enfin à Ciano, son gendre, ministre des Affaires étrangères, la France serait en substance, à son avis, c'est l'avis de... non, pas Jean-François Poncet, pardon, André François Poncet, André le père, André père, j'ai oublié de le dire, salarié à plein temps du comité des Forges qu'il avait mis comme ambassadeur, parce que le comité des Forges plaçait nos ambassadeurs à Berlin. Bien. La France serait en substance, à son avis, à la recherche d'une formule d'autorité qui renforce l'exécutif et limite l'action chaotique du Parlement. Quelque chose, en somme, qui ressemble à une fascisation de la démocratie. C'est pas beau, ça? Voilà. Alors, donc, la politique de la poigne, qu'est-ce qu'on peut faire encore? On peut en faire encore. On peut lutter contre les gêneurs d'autres manières. Alors, soit ils gênent un peu, soit ils gênent beaucoup. Alors, bon, ils gênent un peu, on peut les séduire, on peut faire une politique visant à séduire les syndicalistes compréhensifs. C'est vrai dans les années 30, c'est vrai aujourd'hui. Bon. C'est-à-dire qu'on a des directions syndicales, je le dis là encore sans polémique, c'est tellement courant, ça s'est fait tellement dans les années 20, dans les années 30, et puis depuis la guerre, et puis pendant la guerre, hein, parce que sachez-le quand même, on peut supprimer des syndicats, on peut supprimer des confédérations, mais on peut garder des prébendes aux syndicalistes compréhensifs. Hein. La CGT a été supprimée sous l'occupation. Mais tous les gentils compréhensifs, ils ont eu des planques, hein, de 1940 à 1944. Tous. À commencer par Belin, qui a même eu une planque ministérielle. Hein, sous second de jour à la CGT. Bien. Donc, on peut séduire, on peut frapper. On peut réprimer. Alors, vous me direz, nous, on n'a pas tellement réprimé ces derniers temps. Pourquoi on n'a pas réprimé? D'abord, on a réprimé, mais... pas trop, et notamment pas les directions syndicales, elles sont si gentilles. Bon. Mais il y a des moments où elles sont moins gentilles. Alors, je vous le dis, parce que personne ne le sait, ou presque. Comment on a fait quand elles étaient moins gentilles? Mais je le dis pas du tout pour que vous pensiez que si on est moins gentil, on va nous mettre au trou. Hein. C'est parce qu'on est trop nombreux à être gentils qu'on met les résistants au trou.
Mais si les résistants deviennent résistants en masse, ça devient difficile de les mettre au trou. Comme ça n'a pas été le cas dans les années 30, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, après que Bonnet eut de la part de Daladier promis à l'ambassadeur du Reich nazi de mettre les communistes à la raison, de supprimer les réunions publiques et de supprimer les élections, on a trouvé un prétexte. Les prétextes, on peut toujours les trouver, vous le savez. On a trouvé un prétexte pour mettre les communistes au trou. Mais au trou, au vrai trou, hein, en prison. C'est-à-dire qu'on a, le 26 septembre 1939, on a interdit le Parti communiste. Oh, bah vous me direz, c'est à cause du pacte germano-soviétique. Ben non, c'est pas à cause du pacte germano-soviétique. Le pacte germano-soviétique, outre qu'il n'est pas du tout ce qu'on a dit, c'était naturellement un pur prétexte. Vous pensez comme c'était un pur prétexte, puisque dans un syndicat, il a fallu quand même que les bénéficiaires des largesses patronales et étatiques en soient rendus à organiser la chasse aux militants avec l'aide de l'appareil d'État bourgeois, c'est-à-dire la justice et la police, c'est-à-dire chasse les militants élus par les travailleurs des syndicats pour prendre leur place et la caisse. On a ça dans les archives, hein. Et même les policiers racontent que c'est très délicat. Vous pensez, ils représentaient rien dans les organismes ouvriers. C'est très très délicat, de telle sorte que, vous savez, ça ressemblait un peu au résultat en Libye. Ça y est, les rebelles l'ont emporté. Ben non, ils l'avaient toujours pas emporté, parce que quelquefois ça a duré des semaines. Vous comprenez, les salariés français n'étaient pas habitués à voir installer à la tête des syndicats des secrétaires par la police. Ça ne s'était pas fait, ça ne s'était pas vu. Et bien ça s'est vu en 1939-1940. Vous savez même ce qui s'est vu? La direction de la CGT, qui avait évincé ses militants en exigeant d'eux qu'ils condamnent le pacte germano-soviétique. Question hautement syndicale. Je le dis parce qu'en ce moment, quelquefois sur les listes syndicales, je me fais dire que, oh là là, faut parler d'IUFM. Hein. Bon, vous voyez, les éléments politiques quand même ne sont pas absents. Eh bien, on s'est donc trouvé avec une situation telle que ces dirigeants syndicaux de la CGT, dont une partie allait bifurquer vers la collaboration stricto sensu et dont l'autre allait quand même rester longtemps légale et extrêmement peu résistante à l'égard de Vichy, et je parle ici de Jouot, eh bien, ces responsables syndicaux ont obtenu, je ne sais même pas si vous allez me croire, ont obtenu en octobre 1939 des patrons de la métallurgie notamment, dans ce qu'on appelle les accords du Majestic, conclus à l'hôtel Majestic, celui qui allait accueillir bientôt l'administration militaire allemande en France. Ils ont obtenu que les élections syndicales soient supprimées et que les syndicalistes compréhensifs fussent nommés. Vous m'entendez? Vous le savez, ça, on vous l'a dit? Voyez? Hein, si on ne vous fait pas de la bonne histoire, vous voyez à quoi ça sert les bons historiens dont on ne connaît pas les travaux? Vous voyez pourquoi vos enfants ont les manuels qu'ils ont? Hein? Parce que si c'est des gens comme moi qui font les manuels, ça va devenir dur tout de même de raconter n'importe quoi. Hein? Voilà. C'est-à-dire que les syndicalistes compréhensifs et rassemblés ont été affaiblis qu'ils étaient par la colère des travailleurs contre leurs manquements, ont été obligés de recourir à l'État bourgeois pour obtenir la tutelle des travailleurs dont les travailleurs ne voulaient pas. Vous savez par quoi ça s'est traduit? La Fédération de la métallurgie est passée d'1 million d'adhérents à 30 000 adhérents. Parce que les salariés, ils se sont tirés. Hein. Bon. Donc cette politique d'avant-guerre, c'est une politique qui doit servir de leçon. Elle doit encore servir en matière de répression de leçon sur le point suivant. Il faut réfléchir aux aspects militaires de cette ligne de guerre contre les salaires. Aspect militaire
qui sont très facilement perceptibles, bien entendu, à la veille de la guerre de 40, mais qui sont très perceptibles aujourd'hui. Je vous laisse de côté, parce que je ne suis pas venu là aujourd'hui pour en traiter, je vous laisse de côté, bien entendu, la préparation de l'échec militaire, puisque ce que nos dirigeants politiques appelaient pompeusement le front du Nord-Est était un front inexistant, puisque l'armée française n'avait pas, avec l'aval des patrons du grand patronat et de l'État, n'avait pas du tout l'intention de se battre contre l'Allemagne. Je vais vous parler de la seule action militaire qui a été véritablement réussie, entreprise et réussie dans les années 30. Une entreprise de guerre contre la classe ouvrière, c'est-à-dire de préparation de l'armée au maintien de l'ordre, puisque dans le choix de la défaite ou dans de Munich à Vichy, je montre concrètement comment, alors que l'armée, la vraie armée, l'armée qui est faite pour défendre le territoire, pour défendre l'intégrité des frontières, alors que la vraie armée ne préparait rien contre le Reich, l'armée, la même, préparait des mesures de contrôle contre la population. Et sachez, les archives nous en montrent les détails, qu'au moment même où l'armée s'effondre, ouvre le front aux Allemands, ouvre Sedan aux Allemands, la police, l'armée à tâche intérieure accomplit parfaitement sa tâche, c'est-à-dire que toutes les années 30 a été mis un programme de contrôle militaire de la population qui a, lui, fonctionné en pleine période d'exode. Et qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui, en regardant Internet ou même parfois la télévision, des mesures qui se sont multipliées d'atteinte aux libertés, je ne parle même pas des mesures électroniques, d'atteinte aux libertés, d'ouverture des coffres de voitures, de mise à profit d'une explosion de la jeunesse pour faire de l'entraînement en temps réel et faire surmonter, survoler des banlieues entières par des hélicoptères, bref, des mesures de guerre. Comme d'ailleurs les mesures de l'OTAN, c'est officiel, les manœuvres de l'OTAN comportent, quand ça n'est pas seulement à visée de guerre coloniale, comportent des manœuvres qui sont des manœuvres de guerre de rue, de guerre urbaine, sachant que l'OTAN, c'est au fond l'Union européenne, et je terminerai là-dessus, c'est-à-dire sur la guerre à plusieurs. L'OTAN est en quelque sorte la traduction politico-militaire de la guerre contre les salaires économiques qui nous est livrée du beau nom aujourd'hui de l'Union européenne. Et nous voilà avec encore un élément de comparaison. Vous vous dites, les Italiens ont eu le fascisme parce qu'ils aimaient bien Mussolini qui était un peu séduisant. Et puis Hitler, quoi, il avait du charisme. Hein. Comme a dit un de mes collègues américains, c'est pas le grand patronat qui a soutenu Hitler, c'est les petits patrons, c'est les gens qui allaient dans les meetings, puis les meetings étaient très chers, comme dans les meetings du Front National, alors comme ça il avait des sous. Bon, mon collègue a raconté n'importe quoi, c'est bien le grand capital allemand qui a soutenu Hitler, c'est bien le grand capital italien qui a soutenu Mussolini, mais Hitler et Mussolini ont été mis là, dans le cadre d'une négociation bancaire internationale, sur la base de la dette de l'Italie et des faillites bancaires imminentes du début des années 20, et c'est la même chose en Allemagne, où 1933 est la réplique aux décisions internationales financières de 1931, c'est-à-dire la prise en charge par la Banque des règlements internationaux, premier club de banque centrale institué dans le cadre d'un plan américain de règlement des réparations ou de liquidation des réparations, de sorte qu'il faut le savoir, la Banque des règlements internationaux a dicté le sort de l'Allemagne autant que les patrons allemands ont dicté la solution hitlérienne. C'est-à-dire que la BRI, je le voyais aujourd'hui d'ailleurs dans un article de journal,
puisque, je ne sais pas si c'est pas dans le supplément du Monde, économique du Monde, oui, parce qu'il y a vous verrez, si vous l'avez, celui d'hier, il y a un article sur Kenney, qu'on nous fait passer comme un brave petit gentil, Kenney, dynamique, tout ça. Vous savez ce qu'il disait, Kenney, en 1930? Il disait, il n'y a aucun risque de guerre, le seul problème, c'est l'UNIon soviétique et le risque de guerre sociale. Voilà le doux Kenney. Eh bien, le doux Kenney, il a été intégré dans un plan qui est un plan de contrôle des finances allemandes, exactement comme aujourd'hui, l'Union européenne établit un plan de tutelle sur les finances grecques, italiennes, espagnoles, etc. et qu'on vous dit, la bouillie enfarinée, ce serait très bien, tellement bien d'unifier nos politiques. Mais ils les ont unifiés, les politiques. La Banque des règlements internationaux a tout à fait unifié les politiques. Et qu'est-ce que c'est que le Fonds monétaire international et qu'est-ce que c'est que l'Union européenne? Eh bien, c'est la traduction de la guerre contre les salaires à plusieurs dans une période où, après 1945, les États-Unis sont devenus de manière décisive le grand tuteur impérialiste de l'ensemble des pays impérialistes. La BRI existe toujours, renseignez-vous d'ailleurs sur les propos qu'elle tient, toujours les mêmes. Simplement, étant donné le rôle des États-Unis, ils ont triomphé de manière définitive et ils ont créé le Fonds monétaire international et les institutions y afférentes dans le cadre de ce fameux Bretton Woods. Et vous avez aujourd'hui une propagande du style encore un Bretton Woods. Ah bon, ça suffit pas, le précédent? Et c'est dans le cadre de Bretton Woods qu'a été mis en œuvre le Fonds monétaire international. C'est dans le cadre de Bretton Woods et sur fond de reconstitution allemande qu'a été mise en œuvre l'Union européenne. Et qu'est-ce que c'est que cette Union européenne? C'est la même chose que c'était à sa naissance, à sa vraie naissance en 1919, parce que ça n'a pas commencé en 1945, ça a commencé dans le premier après-guerre. Il s'agissait de mener la guerre contre les salaires à plusieurs et de faire, comme l'ont très bien expliqué nos hauts fonctionnaires des finances et des affaires étrangères en 1950, de pratiquer une politique de dumping social, c'est-à-dire d'alignement partout sur les salaires les plus bas. Ceux qui vous disent qu'il y a une solution dans l'Europe ou dans l'Union européenne pour unifier le sort des Français, des Allemands, des Espagnols et des Grecs, sont les héritiers, et souvent les héritiers au sens strict du terme, de ceux qui disaient dans les années 30 que la Banque des règlements internationaux avait concocté un accord de la dette allemande susceptible de réconcilier les peuples et d'éviter toute difficulté. On est dans une période de guerre des salaires. Il faut que ceux qui font l'objet de la guerre se mettent d'abord, soient bien conscients de la guerre qu'on leur mène, qu'ils sachent qu'ils sont plus nombreux que ceux qui leur mènent la guerre et qu'ils sont si nombreux qu'ils peuvent mettre ceux qui leur mènent la guerre en situation de vaincus. Il suffit pour ceux qu'ils s'unissent et sur des bases combatives, celles qui ont démontré leurs résultats entre les années 30 et la libération. Bravo.